Bonjour à tous, je suis ravi et Benoît Plessis se joint à moi de vous accueillir pour la reprise des nouvelles soirées du droit public dont le membre fondateur Jean-Jacques Bienvenu est malheureusement absent pour l'instant car se déroule depuis 16 heures un conseil d'administration ou une réunion aussi importante à l'université Paris 2 et dès qu'il le pourra, il nous rejoindra. Le séminaire reprend de façon certaine pour au moins 3 séances et monsieur Simon Gilbert nous fait le plaisir et l'honneur de commencer aujourd'hui par un sujet intitulé, à chaque fois j'oublie, la difficulté de penser l'individu face à l'État en droit administratif au XIXe siècle. Sujet qui me rappelle des choses, mais et qui, je vois, intéresse beaucoup de monde. Concernant les autres conférences, il y en aura une de Jean-Jacques Bienvenu sur un décret de 1811 sur le transfert de propriété, le transfert des biens de l'État au département. Et en réalité, c'est un décret qui est à l'origine de la décentralisation du droit domanial. Et je ne veux pas déflorer son sujet, mais derrière un titre qui peut être un peu sec, il nous fera évidemment le plaisir de découvrir des points inconnus du droit administratif. Et pour ma part, sauf excuse valable de dernière minute, je vous parlerai de Henri Berthélémy et j'essaierai de vous démontrer que ce fut le plus grand penseur de droit administratif du XXe siècle, malgré ce que beaucoup pensent. Mais de façon plus sérieuse et beaucoup plus travaillée, je passe la parole à M. Simon Gilbert pour sa conférence. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment pour tout. Alors, je voudrais vous remercier de m'avoir invité, professeur Plessis-Fouquier, et puis vous remercier aussi, même s'il n'est pas là, le professeur Jean-Jacques Bienvenu qui m'a fait l'honneur de cette invitation. Alors, le sujet que j'ai choisi est un sujet évidemment très large, très ambitieux, qui évidemment pourrait donner à penser que je traiterai l'ensemble des rapports qui pourraient exister entre l'individu et l'État en droit administratif. Ce n'est pas l'objet de mon travail. J'ai essayé de réfléchir à la question de la façon dont les administrativistes conçoivent l'individu face à l'État au XIXe siècle, donc les administrativistes. Et je me suis plus précisément intéressé à la manière dont on concevait l'individu face à l'État lorsque le droit de l'individu était atteint par l'État. Atteint dans sa propriété, dans tout autre droit. Il y a de multiples hypothèses qui peuvent se présenter. J'ai écarté la question de la participation des individus à la décision publique. C'est une question qui pourrait être évoquée, même si évidemment c'est une question qui est surtout ancrée dans le XXe siècle, dans la fin du XXe siècle. Je n'ai pas traité cette question. Frédéric Rollin m'indiquait tout à l'heure qu'à travers le droit des enquêtes publiques, par exemple, on voit des embryons de participation du public à des décisions publiques. Donc en ce sens, on pourrait aussi s'intéresser sous ce prisme à la confrontation de l'individu face à l'État, et donc à la manière de penser l'individu face à l'État. Je me suis intéressé à cette question à l'occasion d'un travail qui portait sur la traduction d'un ouvrage d'un professeur espagnol qui s'appelle García de Heredia, qui a rédigé il y a quelques années un ouvrage sur les transformations de la justice administrative en Europe. La traduction devrait normalement sortir, si tout se passe bien, dans la décennie qui vient, chez Brûlant. Et la thèse d'Heredia était la suivante. Il y aurait eu, depuis le début du XIXe siècle, une rupture très profonde
dans la justice administrative qui conduirait à un changement de paradigme. Alors, je n'ai pas été convaincu par cette idée du changement de paradigme, notamment parce que la manière dont García de Mentería a conçu le paradigme ne m'a pas semblé tout à fait appropriée. Mais à l'occasion de la traduction de ce livre, et donc de la rédaction d'une préface référente, je me suis interrogé, je me suis dit, mais la thèse du professeur Mentería consiste à dire, nous avons eu une conception très objective de la justice pendant toute une période qui va du début du XIXe siècle jusqu'aux années 70, 80, plus précisément les années 90 avec la rénovation des pouvoirs du juge administratif. Et puis une phase plus récente qui montrerait un nouveau visage. Et donc l'opposition dans l'ouvrage d'Mentería consistait à dire, voilà, il y a une phase objective, une phase plus subjective. Ce sont des termes que les administrativistes connaissent bien, objectivisme, subjectivisme, recours objectif, subjectif, avec lesquels, à mon avis, il faut avoir les plus grandes réserves, parce qu'en réalité, personne n'a jamais défini ce qu'on appelle objectif, subjectif, objectivisme, subjectivisme, de manière précise, tous les auteurs ayant leur propre conception de ce qu'est un droit objectif, un droit subjectif. Alors, il y a des travaux comme la thèse de M. Foulquier, bien entendu, qui ont mis en lumière toutes les significations de ces conceptions, qui les ont mises en regard les unes les autres. Mais quand on prend ces auteurs les uns les autres, eh bien on s'aperçoit qu'en réalité il y a très peu d'homogénéité dans la conception qui est présentée. Et l'idée qui a été la mienne et qui est à l'origine de ce travail que je vais vous présenter, c'est de me dire, mais pourquoi ce fameux recours pour excès de pouvoir, qui est l'instrument à travers lequel l'individu se confronte à l'État, dans une perspective contentieuse, pourquoi ce recours est-il objectif? Qu'est-ce que cela nous révèle sur la manière dont on conçoit l'opposition de l'individu face à l'État? Alors, mon travail ne va pas du tout consister à essayer de définir, d'identifier les transformations de ce recours, essayer de montrer ses évolutions, montrer comment on passe de l'analyse de l'incompétence à d'autres chefs de l'égalité. L'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qui a pu conduire à ce que, alors même qu'en 1789, l'individu est au cœur du système politique, on arrive à un système dans lequel l'individu n'est pas pris en compte ou très peu pris en compte dans le cadre de la contestation de ses droits. Qu'est-ce qui explique ce grand écart? Comment expliquer que ce recours pour excès de pouvoir, qui révèle une forme de confrontation entre l'individu et l'État étant entendu bien sûr au sens large, eh bien, puisse aboutir à ce que nous ayons un individu très peu protégé. La déclaration des droits de 1789, de même que les déclarations suivantes, eh bien, reconnaissent en effet des droits à l'individu face à l'État, dans l'État, mais aussi face à l'État. Donc il y a là une sorte de paradoxe qui m'a intéressé. Alors, évidemment, je me suis cantonné pour présenter ce travail à l'analyse de la pensée des administrativistes. On pourrait nuancer cette opposition entre constitutionnalistes et administrativistes, surtout au XIXe siècle, puisque souvent ce sont les administrativistes qui enseignent le droit constitutionnel et parfois inversement. Ça veut dire que je n'évoquerai pas une littérature qui est pléthorique sur l'État, sur l'opposition de l'individu à l'État. Il y a beaucoup de travaux de philosophie politique, il y a beaucoup de livres. Je pense au livre d'Henri Michel sur l'idée de l'État, qui est vraiment un livre majeur sur l'époque. Je vais essentiellement évoquer les administrativistes, les professeurs de droit administratif, conseillers d'État. Alors, le travail que je vais faire n'est pas vraiment un travail qui consiste à analyser le droit. Je vais m'intéresser surtout à des représentations du droit. Donc je ne vais pas analyser de jurisprudence, de décision du Conseil d'État, ou tribunal du conflit, ou de Cour de cassation, ni de loi. Je vais essentiellement m'intéresser à des représentations doctrinales. Ces représentations doctrinales, elles impliquent évidemment que je recours à un nombre de citations assez important, car sans cela je resterai dans l'ordre du métadiscours en disant en gros ce que pensent certains auteurs, donc je serai contraint de vous présenter des citations assez précises et assez nombreuses qui étayent quelques thèses que je vais démontrer, évoquer du moins. Alors,
quelques précautions pour mesurer la portée de ces analyses. Ces analyses, évidemment, ne sont pas représentatives nécessairement d'une époque, ou du moins de la complétude de ce qui peut être pensé dans cette époque. Il faudrait, par exemple, pour analyser la pensée de l'État sous la monarchie de Juillet, ne pas s'intéresser qu'à ce qu'écrivent les professeurs de droit administratif sur l'État. Puisque la pensée de l'État n'est pas seulement une pensée institutionnelle. Or, je vais essentiellement me concentrer sur cette pensée des membres de l'institution. Donc, en cela, il ne faut pas forcément la considérer, cette pensée que je vais présenter, comme étant suffisamment complète, du moins de nature à rendre compte de l'ensemble des représentations doctrinales. Mais ce sont quand même des éléments qui mettent en lumière, qui donnent à voir des propriétés du droit administratif, de la manière dont en droit administratif on pense l'individu face à lui-même. Alors, deux phénomènes vont retenir mon attention. Tout d'abord, la manière dont on prend en compte la normativité des droits individuels. Ce sera le premier point de mon développement. Et puis ensuite, la manière dont l'absence de théorie juridique de l'État peut conduire les administrativistes à éprouver des difficultés à penser la confrontation entre l'individu et l'État. Et je montrerai sous ce chapitre que on pense essentiellement l'État comme une personnification sociale, ce qui est un frein à la pensée d'une confrontation juridique entre l'individu et l'État. Alors le premier point, la faible prise en considération de la normativité des droits individuels. Eh bien, cette faible prise en considération de la normativité des droits, qui est caractéristique du droit administratif, elle explique des faiblesses des garanties juridictionnelles qui sont apportées aux individus, notamment celles des voies de recours qui peuvent être exercées pour défendre ces droits. Alors, on pourrait ressentir quelques étonnements, puisque un système s'est instauré en 1791 de légalisation de l'action du pouvoir, puisque il y a des sources révolutionnaires diverses qui instaurent en effet un mécanisme de contrôle, de respect de la loi, de contrôle du respect de la loi par les différents membres de l'administration. La Constitution de 1791 comporte toute une série de dispositifs sur ce point. Elle met en place un système de contrôle de légalité interne à l'administration. Les agents doivent observer la loi. Mais ce règne de la loi, eh bien, en droit administratif, il est souvent fictif. Il est souvent fictif, tout simplement parce que lorsqu'on lit les auteurs qui témoignent du respect de la loi, on se rend compte que les violations de la loi sont innombrables et souvent très importantes. Et en réalité, je vous présente un panel de quelques citations, mais c'est quelque chose de très très important. Les témoignages sur la violation de la loi sont presque unanimes. Les auteurs du censeur européen écrivent par exemple en 1817 qu'on nous dise si l'intérêt du contribuable de l'administré n'est pas toujours sacrifié à celui de l'administration. L'administration fait tout plier. Bon, j'en ai beaucoup d'autres des citations de cette nature. Alors, cette normativité des droits individuels, elle apparaît donc faible, puisqu'en pratique il n'y a pas de respect des droits, mais alors pourquoi? Eh bien, il y a des auteurs qui apportent des éléments d'analyse de cette question. Je pense par exemple à Locré, Jean-Guillaume Locré, qui était le secrétaire du Conseil d'État. Jean-Guillaume Locré, il explique que, en droit administratif, les dispositions législatives doivent être considérées comme flexibles et que l'on doit combiner la raison d'État avec l'autorité du droit civil. Et il a un passage que je trouve absolument captivant sur ce sujet, dans son ouvrage sur le Conseil d'État. Je vais vous le lire. On conçoit que là où la raison d'État et l'autorité du droit civil se rencontrent également, il devient indispensable de les combiner ensemble et de les tempérer l'un par l'autre. Et alors on ne peut confier la décision de ces procès aux tribunaux ordinaires, indépendamment de ce que ces tribunaux sont trop loin pour apercevoir la raison d'État. Quand ils l'entreverraient, ils se trouveraient entraînés sans s'en douter vers le principe du droit civil auquel ils sont plus accoutumés. Ils ne pourraient même pas s'en dispenser, car il est de leur devoir de se conformer scrupuleusement aux règles que la loi civile leur donne. Il est donc devenu nécessaire d'instituer une justice administrative qui, ayant plus de latitude, puisse tout balancer, former un droit mixte des règles du droit public et de celles du droit privé,
et faire prévaloir au besoin l'équité et l'intérêt de l'État, qui est l'intérêt de tous, sur les dispositions inflexibles et plus étroites de la législation positive. Alors, il est difficile de savoir si c'est un propos qui est descriptif, qui est prescriptif. Toujours est-il que cette présentation montre clairement que le juge administratif, l'administration adopte une doctrine de l'interprétation des énoncés législatifs, ce qui consiste à les considérer comme étant très malléables, très flexibles. Alors évidemment, en droit civil aussi, on trouve de tels phénomènes. Mais en droit administratif, c'est beaucoup plus marqué. C'est beaucoup plus marqué. Locré le montre très bien, et c'est une opinion qui est souvent relayée à l'époque. Par exemple, Siret, eh bien Siret en 1818, il écrit « Si l'on n'oublie pas quelle est la nature, quel est l'objet, quels sont les moyens de la justice administrative, on note que dans une foule de cas où les lois civiles sont inapplicables et que les règlements sont muets, la justice administrative doit s'élever jusqu'à la raison d'État, elle doit pressentir, deviner, interpréter la pensée gouvernementale, celle qui dirige également l'administration et la justice vers le maintien de tous les droits, vers tous les genres d'intérêt ou d'utilité. » C'est donc une doctrine très prégnante en droit administratif, l'idée que les énoncés législatifs constituent un fondement secondaire pour trancher les litiges. L'intérêt public ou l'intérêt général étant le plus souvent ce qui va déterminer le fond de la décision, quand ce n'est pas la simple nécessité ou ce n'est pas le besoin. D'ailleurs, à l'époque, lorsque beaucoup d'auteurs dans des dictionnaires évoquent le droit administratif, ils n'hésitent pas à écrire, par exemple, je cite un auteur qui s'appelle M. Rapetti, le droit administratif se trouve dans des contradictions fréquentes avec la loi civile. Comme c'est le gouvernement puissant qui use du droit administratif, il tire du chaos la loi qui lui est nécessaire. Il donne à l'antinomie le sens et l'interprétation dont il a besoin. C'est dans l'Encyclopédie nouvelle de 1837. Une autre citation intéressante, toujours dans un dictionnaire, à propos de l'abus de droit. Après le droit vient l'abus, c'est-à-dire l'usage immodéré, excessif, frauduleux, l'usage extralégal. Il y a en matière de législation et d'administration un sens moins rigoureux, plus exact, plus conforme à l'équité naturelle. Car en matière administrative, on doit prendre le parti de laisser dans l'exercice d'un droit une petite latitude d'abus. Donc on voit bien que la loi n'est absolument pas considérée de la même manière en droit civil qu'en droit administratif. En réalité, c'est une logique qui est largement décisionniste qui s'impose. C'est-à-dire que le juge décide, et il décide en fonction de considérations qui sont politiques. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas du tout tenu par les énoncés législatifs, ce qui va susciter d'ailleurs la critique de beaucoup de civilistes qui sont absolument opposés à cette manière. Il y en a un par exemple qui s'appelle Roussel, qui écrit en 1842 « On est tristement surpris de l'espèce d'abandon scientifique dans lequel le droit administratif est tombé. C'est une tradition du Moyen-Âge de ne voir le droit que dans les règles applicables à des espèces de droit public ou de droit privé soumises à la décision des tribunaux. » Donc, on voit bien que l'écriture du droit administratif, elle est marquée par une forme de culture juridique, en réalité très marquée par le réalisme. On voit ici le fond réaliste de la culture administrativiste française, qui finalement est une matière qui est le berceau du réalisme. Eh bien, cette écriture du droit administratif montre une vraie prise de distance vis-à-vis des dispositions législatives. Le droit administratif est réellement un droit qui consiste à opérer des mesures, mesurer des intérêts politiques à travers des références à l'intérêt général, à l'intérêt public, et des intérêts que seuls certains juges peuvent apprécier, peuvent identifier. Et ce juge, on imagine bien pourquoi il est particulier, c'est parce que tout simplement, il connaît les intérêts de l'administration. Le droit administratif est pensé comme un droit d'initié. Et ça, c'est une idée qui est très, très régulièrement exprimée au XIXe siècle. C'est un droit d'initié. Vivien, un des plus grands auteurs du droit administratif du XIXe siècle, des études administratives des années 40-50, Vivien écrit « Il y aurait danger pour l'administration à la soumettre à des juges qui ne sont pas initiés à ses nécessités, à ses usages, à ses besoins, qui par devoir se préoccupent presque exclusivement du droit privé. » Donc on comprend que le droit administratif, il est produit par et pour l'administration. C'est un droit à la mesure de ses
besoin. Aucoq, parmi de nombreux auteurs, va également défendre cette thèse. Il écrit dans ses conférences sur l'administration dans la première édition en 1869, « Une juridiction composée de juges mêlés à l'action administrative est mieux placée pour faire respecter les droits de l'autorité administrative. Vivant au milieu de l'administration, elle est initiée aux nécessités des services publics. Elle peut avoir l'esprit de l'administration, c'est-à-dire non seulement la connaissance des règles du droit administratif et des besoins auxquels les services publics doivent satisfaire, mais aussi le sentiment des difficultés que l'administration pourrait rencontrer si une telle solution rigoureuse était adoptée. » Donc le droit administratif, c'est véritablement un droit d'initié. Un droit initié. Et ce qui est intéressant chez tous ces vieux auteurs du droit administratif, c'est qu'ils écrivent avec très peu d'autocensure. C'est-à-dire que ce sont des artisans, des découvreurs, les premiers penseurs de ce droit, et ils le décrivent tel qu'ils le voient. Ils n'ont pas du tout le recul et la retenue que pourraient avoir des conseillers d'État aujourd'hui qui auraient beaucoup de difficultés à admettre qu'ils procèdent de la sorte. Parce que, par exemple, le fait de dire qu'on ne respecte pas la loi ou qu'on applique mal la loi, eh bien, ne renvoie pas à toute cette image du juge administratif, légaliste, etc. Alors que ces auteurs du début du XIXe siècle, ils n'ont pas du tout ils ne recourent pas à ces précautions. Ils disent beaucoup plus de choses que ce que disent les conseillers d'État aujourd'hui ou les administrativistes aujourd'hui. En ce sens, ce sont ces vieux ouvrages de droit administratif, des ouvrages dans lesquels on trouve des témoignages qui souvent nous parlent du droit administratif d'aujourd'hui de manière beaucoup plus claire. Alors, Gérando, qui est un des fondateurs de la discipline, il enseigne le droit administratif en 1819 à la faculté de droit de Paris, eh bien, Gérando, il dit, si les droits individuels sont entiers, respectables, respectés lorsqu'il s'agit de confronter les individus entre eux, ces mêmes droits deviennent imparfaits lorsqu'il s'agit de confronter l'individu au contact de l'administration. Alors je le cite, lorsque l'administration commence à rencontrer une sorte de droit acquis, il s'agit de droits qu'on pourrait appeler non des droits absolus, mais des droits imparfaits. Parce que ces droits, mis en lutte avec les droits de l'intérêt social, dans des questions où ce grand intérêt domine, doivent être considérés dans leur rapport avec la société. Donc on voit très bien chez Gérando, dès qu'on se confronte à l'administration, l'individu a un droit imparfait. Donc un droit affaibli, un droit qui n'est pas de même catégorie que celui qu'il aurait lorsqu'il confronte ce même droit à un autre individu. Locré dit la même chose en 1818, en 1810. Tout est exécution rigoureuse dans le droit civil, dans le droit criminel. De là dépend la sûreté des personnes et des propriétés. Mais les lois ordinaires qui concernent l'administration, impératives pour les particuliers, ne sont que facultatives pour le gouvernement. Donc c'est toujours la même idée. Alors cette idée que l'administration n'est pas soumise aux lois, suivant les mêmes principes que les individus, eh bien, elle conduit certains auteurs à remettre en question l'idée même que les individus puissent conserver des droits. Certains auteurs soutiennent que les individus n'ont pas de droits dans ce système. Un auteur qui s'appelle Channing écrit en 1866 « Est-ce que l'intérêt général n'est pas la loi suprême de l'État? Est-ce que toutes les restrictions qu'il exige ne sont pas légitimes? Quand le droit des individus se heurte à l'intérêt public, ne faut-il pas qu'il cède? Ne cesse-t-il même pas d'être un droit? Tout ne doit-il pas plier devant le bien général? Dans les monarchies, le droit divin des rois absorbait tous les autres droits. Dans les républiques, l'intérêt général menace du même danger. » C'est un mot qui couvre tous les abus et usurpations du gouvernement. Et partant de ce constat, certains auteurs, analysant la justice administrative, eh bien, affirment clairement que la justice en matière administrative, ce n'est pas confronter des droits, c'est peser, mesurer des intérêts. Un auteur qui a écrit un énorme ouvrage sur le Conseil d'État, qui s'appelle Charles de Dayan, exprime cette idée. Il dit « C'est par la ressemblance abusive de deux idées différentes, exprimées par le même mot, que l'on donne le nom significatif de justice administrative aux décisions contentieuses de l'administration. » Alors que la justice administrative, ce n'est point de la justice, c'est une appréciation d'intérêt. Et on comprend très bien que, pour ces auteurs, dire le droit administratif, ce n'est pas appliquer la loi, ce n'est pas appliquer les énoncés. Dire le droit administratif, c'est prendre en compte l'équité, les besoins, l'utilité publique.
on comprend tout de suite que l'épistémologie juridique du juge administratif n'est absolument pas du tout comparable à celle du juge civil, le juge civil étant beaucoup plus attaché au respect des énoncés. Et Girandeau le dit clairement, il dit « l'expression droit dans le droit administratif ne se prend pas suivant un sens rigoureux. Elle se réfère à la notion d'équité plus qu'à celle de justice. Le droit ainsi considéré tend à concilier ou à balancer des intérêts d'ordre divers, plutôt qu'à reconnaître et consacrer des titres positifs absolus et rigoureux. » Henrion de Pensais, le grand juge judiciaire qui était aussi conseiller d'État, eh bien, il soutient la même idée. Il dit en matière administrative, les décisions se tirent des considérations d'équité, de l'examen du fait, plutôt que des subtilités de la rigueur du droit. Alors il y a énormément de citations d'auteurs qui attestent cette idée. Par exemple, le duc de Breuil. Le duc de Breuil, on s'en souvient, hostile comme nul autre à la juridiction administrative, eh bien, il écrit en matière judiciaire, il est de principe que le juge doit puiser sa décision dans l'interprétation rigoureuse de la loi, quelles qu'en puissent être les conséquences, soit pour l'État, soit pour les partis, soit pour le public. En matière de contentieux administratif, il est de principe que l'autorité qui prononce doit puiser les motifs de sa décision dans la conciliation des intérêts en souffrance, dans la prééminence de l'intérêt public sur l'intérêt privé. Un autre auteur écrit la chose suivante: on cherche à présent et depuis longtemps les bases d'un autre pouvoir, moitié judiciaire, moitié administratif, dont la mission serait de prononcer sur l'interprétation de la loi, dans le cas où il y a conflit entre les intérêts particuliers et l'intérêt de l'État. C'est ce qu'on appelle la justice administrative. Voilà, conflit entre intérêts particuliers et intérêts de l'État. À une époque où le droit est essentiellement considéré comme la loi, eh bien, cette considération conduit même certains auteurs à exclure le droit administratif des encyclopédies juridiques, estimant que ce n'est pas du droit, que c'est du pur décisionnisme politique. Roussel, en 1943, le remarque, il dit il y a cette différence entre ce que nous appelons droit administratif et les autres phases du droit social, que les règles administratives n'ont rien de rigoureux, elles sont par essence molles, élastiques. Dans l'application journalière de ces règles, c'est l'équité qui domine. C'est en raison de cette distinction capitale que certains jurisconsultes repoussent le droit administratif de l'encyclopédie juridique. Donc il y a beaucoup de civilistes qui considèrent que le droit administratif n'est pas du droit. C'est de la force, c'est du fait, c'est de la décision politique. Et ça n'a rien de juridique. Ça n'a rien de juridique. D'ailleurs, il y a plein d'éléments qui peuvent l'attester ou qui peuvent du moins conforter leur opinion. C'est le fait qu'il n'y a pas de codification. C'est le fait que c'est un droit secret, puisque pendant longtemps, il n'y a pas de publication de la jurisprudence administrative. Alors, à l'origine de ça, je fais une toute petite aparté, il y a des éléments qui permettent de comprendre ça. C'est-à-dire que le droit civil, il est considéré comme un droit de fondation sociale, comme un droit qui structure la société. Alors que le droit administratif, ce qu'on appelle les lois administratives à l'époque, c'est un droit de transformation. C'est un droit qui n'est pas constitutif, qui est un droit qui transforme. Et il y a beaucoup d'auteurs qui vont s'intéresser à cette question de la distinction entre loi administrative, loi civile, et qui vont toujours dire que les lois civiles, c'est la continuité, c'est la stabilité, et que les lois administratives, c'est au contraire la malléabilité, l'évolution, la transformation. Dans un ouvrage qui s'appelle Théorie des lois sociales, qui est publié en 1804 par un auteur qui s'appelle Doré-de-Brie, eh bien, il dit, Doré-de-Brie, les lois administratives sont des émanations de la puissance législative. Elles varient en fonction des circonstances où se trouve l'État et le corps politique. On peut les abroger, les rétablir, les modifier sans que la Constitution soit dénaturée, sans que l'organisation soit altérée, mais il ne faut pas confondre avec les lois administratives, les lois qui règlent la manière de procéder, de succéder, de disposer, ni même les lois qui fixent les peines. Elles forment dans leur ensemble ce que nous appelons le droit civil. Ces lois, quoiqu'elles ne constituent pas la forme du gouvernement, tiennent cependant à l'organisation, ce sont les artères du corps politique. Elles sont fondamentales, puisque c'est sur elles que porte la base de l'institution sociale. Donc il y a toute une pensée de la législation qui s'inscrit derrière cette idée. L'idée que, en réalité, la loi administrative ressort d'une fonction sociale qui est très distincte de celle de la loi civile. Ce qui explique aussi qu'on explique au XIXe siècle le caractère malléable du droit administratif,
Un droit qui doit être secret, qui ne doit pas être fixe, rigide, un droit qui doit pouvoir évoluer, se transformer, un droit qui doit échapper justement à la rigueur de l'énoncé des dispositions législatives, un droit qui ne doit pas être inflexible, comme le dit justement Lecret dans son texte que je citais tout à l'heure. Alors, vraiment beaucoup d'auteurs défendent cette thèse. Trollon, par exemple, le civiliste, eh bien, Trollon, il fait un commentaire d'un ouvrage de Chauveau, et puis il dit « Nous croyons que l'auteur, Adolphe Chauveau, se laisse entraîner par une affection trop grande pour la juridiction administrative, dont il s'est chargé d'expliquer la compétence. En fait et en droit, l'état politique des citoyens ne se juge pas avec les passions ardentes de la politique générale. La justice, la vraie justice, la justice civile, l'envisage au point de vue des lois positives. Donc la justice administrative, c'est une justice politique. Ce sont des lois qui n'ont rien à voir avec la culture des civilistes. Ce qui représente pour Trollon une forme de disqualification. Alors évidemment, après avoir expliqué que le droit administratif est conçu comme variable, malléable, et qu'en cela il est potentiellement dangereux, du moins susceptible de critique, eh bien, je n'oublie pas qu'à cette époque-là, lorsque l'on s'intéresse à la manière dont l'individu se confronte à l'État, on va trouver dans les ouvrages de droit administratif toute une typologie de rapports de droit qui peuvent évidemment conduire à l'exercice de voies de recours différentes, puisqu'on va distinguer si l'individu a un droit, s'il a un droit s'il y a seulement un intérêt atteint, pour savoir s'il peut exercer un recours gracieux, un recours contentieux, et au sein des recours contentieux, un recours ordinaire, un recours en excès de pouvoir. Et évidemment, ces éléments manifestent clairement que le statut de l'individu par rapport à l'État, eh bien, commence à être pensé. Cependant, l'accent est toujours mis sur la fonction administrative de l'État. Tous les administrativistes pensent à cela. Ce qui est déterminant, c'est la fonction administrative de l'État et le bon accomplissement de cette fonction. Ce n'est pas du tout l'individu qui intéresse l'administrativiste au XIXe siècle. L'individu n'intéresse pas les administrativistes. Ce qui l'intéresse, c'est la puissance de l'État. C'est la justice qui, évidemment, conditionne la puissance de l'État. Et la plupart des administrativistes, eh bien, ce sont des conseillers d'État, Gérandeau, Boucher-Hofer, Cormenin, etc. Ce sont eux les vrais pionniers, les fondateurs. Et le fait qu'ils soient dans le corps de l'État, évidemment, les contribue à être très sensibles à cette question. Les auteurs qui vont écrire sur l'individu sont peu nombreux, et lorsqu'ils le font, eh bien, jamais ils ne mesurent la gravité du séisme que représente le consulat ou l'empire, qui, entre guillemets, instaure un État administratif beaucoup plus puissant. Alors ma formule est évidemment caricaturale, simpliste, mais jamais ils ne trouvent cela gênant par rapport à l'héritage de 89. Un auteur comme Firmin Laferrière, par exemple, eh bien, écrit « Notre époque ne doit pas être ingrate envers l'Assemblée constituante et le consulat. Ces deux grandes puissances qui ont ouvert et clos l'époque révolutionnaire. Nous sommes les enfants de la Révolution et de l'Empire. Nous vivons aujourd'hui de la liberté promulguée par Mirabeau et de l'habitude d'ordre imprimée par Napoléon. Nous associons les éléments de vie qu'ils avaient séparés. » Donc, très peu de distance critique par rapport à l'autoritarisme napoléonien. Très peu de critiques de la manière dont la force remplace le droit à partir du consulat de l'Empire. Et donc ce relatif mépris, ou du moins cette indifférence prononcée pour les droits individuels, qui apparaît dans la plupart des ouvrages de droit administratif, eh bien, elle révèle quelque chose chez ces auteurs, un point aveugle, c'est tout simplement l'individu et son droit. Ce n'est pas du tout un sujet qui intéresse les administrativistes. Et beaucoup d'auteurs défendent clairement l'idée que, de toute façon, l'État ne peut pas être remis en question par l'individu, par la voie contentieuse. Le duc de Broglie l'écrit, l'État n'est pas contraignable, chacun le sait. Epp, qui est professeur de droit des gens à la faculté de Strasbourg, écrit sur cette question en 1835, dans un ouvrage qui s'appelle « Études sur la théorie de la vie sociale et du gouvernement ». Il dit « La confusion qui règne habituellement dans les principes fondamentaux des théories sociales entre les droits et les devoirs de l'individu et les droits et devoirs de la société a peu permis d'examiner les attributions de l'administration dans leur rapport nécessaire, soit avec les besoins et les nécessités sociales, soit avec les besoins et les intérêts invariables de l'individu.
De là, et au gré des théories diverses, ou plutôt encore au gré des empiétements du pouvoir ou d'une routine aveugle et commode, rien n'a été jusqu'ici moins bien défini que la limite de la compétence de l'administration dans son action sur les intérêts privés. C'est un constat qui sera très fréquent au XIXe siècle. Henri Barkhausen, dans sa leçon d'ouverture de son cours de droit administratif en 1884, dit la même chose à ses étudiants. Il dit « Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler de la grande question des rapports de l'individu et l'État. Longtemps, on a admis que l'autorité intervint dans toutes les affaires. Ce qu'elle ordonnait était le juste, par définition. » Alors, ces discours doctrinaux que j'ai évoqués ne permettent évidemment pas de porter une appréciation générale, définitive sur la normativité des droits individuels qui sont confrontés à l'administration, j'en suis conscient. Il faudrait faire un travail beaucoup plus précis, il faudrait dresser une typologie, faire un recensement exhaustif des doctrines, mais je trouve qu'ils apportent un éclairage intéressant sur la manière dont on conçoit le respect des droits de l'individu face à l'administration, face à l'État. L'État étant entendu, bien sûr, lato sensu. Il montre une épistémologie juridique qui vraiment baigne dans un réalisme absolu et sans doctrine de l'interprétation, c'est-à-dire que c'est un réalisme sans herméneutique. On est dans un réalisme qui conduit à justifier absolument toutes les solutions, quel que soit l'intérêt public en présence. L'autre élément que je vais évoquer maintenant, c'est l'absence de doctrine juridique de la limitation de l'État durant une grande partie du XIXe siècle, jusque dans les années 1880-90. La difficulté de concevoir la limitation juridique de l'État, et dès lors l'administration, eh bien, elle ne contribue pas à ce qu'on pense le rapport entre l'administration, la puissance publique, l'État et l'individu, comme étant un rapport juridique qui repose sur les énoncés. Et ceci, évidemment, se révèle préjudiciable à l'individu et contribue justement à ce qu'on ne pense pas le rapport entre l'individu et l'État. Alors, la Révolution de 89, évidemment, consacre le principe de la légalisation de l'action publique, mais il n'y a pas de théorie juridique de l'État avant les années 1880-90. C'est l'Arnaud qui va développer cette théorie juridique à partir des années 1890. Il y a eu pas mal de travaux sur cette question, qui est assez bien connue maintenant, je ne la rappelle pas. Donc l'autolimitation de l'État, c'est la règle. Et évidemment, ça conduit à négliger l'individu confronté à l'État. Et corrélativement, ça n'incite pas le juge administratif à désirer assurer une protection aux droits individuels qui sont confrontés à l'État. Alors comment est-ce qu'on pense l'État avant 1890 en droit administratif? Comment les administrativistes le pensent? Bien, l'État et par voie de conséquence l'administration, ils sont avant tout pensés comme une force sociale. Une force sociale. Et ça se révèle lourd de conséquences parce que ça contribue à ce que l'administration se comporte de manière autoritaire. Alors, l'État, en 89, on ne sait pas vraiment bien ce que c'est. C'est d'ailleurs pas l'État et l'administration qui accaparent l'attention des auteurs de la déclaration de 89. C'est l'individu, son droit. Alors ça va durer peu de temps, mais c'est quand même cet élément qui est prédominant. Et Firmin Laferrière l'évoque, cette question, en 1838, il indique « La Révolution avait renversé un régime. L'idée de droit et de liberté devait donc alors prédominer sur l'idée de devoir et de pouvoir social. Ainsi s'explique pourquoi l'Assemblée constituante, en voulant fonder l'unité politique, n'a pas réalisé l'alliance de ces deux puissances de l'homme et de la société, la liberté et le pouvoir. » On réfléchit au caractère ascendant du pouvoir en 89, problème de la représentation, mais on se pose relativement peu de questions sur le pouvoir descendant et sur ses limitations. L'administration, l'État sont considérés en 89 comme des organes, des mandataires de la société, mais ce ne sont pas des êtres à part. Ils n'ont pas d'existence en eux-mêmes. Si on regarde les travaux de l'époque, c'est ce qui ressort. Or, va se produire une évolution qui est intéressante, c'est que
on va progressivement considérer l'État comme une personnalité sociale. Une personnalité sociale. Au lieu de penser l'État comme étant limité, comme exerçant une compétence, eh bien, la doctrine administrativiste du début du XIXe siècle, du milieu du XIXe siècle, eh bien, va considérer que l'État est une personnalité sociale. Alors, les individus, ce sont des personnalités. Ce sont des personnalités d'un point de vue ontologique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la personnalité, ce sont des personnalités. C'est le principe même de la déclaration de 89. Le problème, c'est que on va également considérer que l'État est une personnalité, comme si c'était une incarnation, au lieu d'être un organe de représentation. On va le penser comme étant une personnalité, non pas comme l'ayant, ce qui serait différent s'il l'avait, parce que s'il l'avait, ça voudrait dire qu'on lui a donné. Il y aurait donc une hétéronomie de la personnalité par rapport à l'organe étatique. L'État est donc une force sociale. Une force sociale qui s'autolimite, ce qui exclut l'idée d'un contrôle hétéronome. Et cette conception de l'État comme force sociale, eh bien, est conduite à penser l'État comme absorbant l'individu. Il y a donc une vision corporatiste de l'État qui est très forte au XIXe siècle, au début du XIXe siècle. Et même les conseillers d'État l'admettent. Jean Boulatinier, par exemple, qui est un des plus éminents conseillers d'État du XIXe siècle, eh bien, qui était proche de Tocqueville d'ailleurs, il va écrire quelque chose sur cette question. Sous prétexte que l'État est l'incarnation de la souveraineté nationale, on en a fait un maître plus puissant, plus absolu, plus redoutable dans ses volontés et même dans ses caprices que le monarque parlant au nom du droit divin. Il suffit qu'il se dise l'organe de l'intérêt général pour que les droits de l'individu, ceux mêmes qui sont constitutifs de sa personnalité, doivent céder immédiatement. En un mot, l'État peut absorber l'individualité de chacun des citoyens et pourtant il ne fait qu'en représenter l'agrégation. Cette absorption de l'individu par l'État, eh bien, elle se révèle en même temps qu'elle s'explique à travers la manière dont on pense la confrontation de l'individu et de l'administration. Ce ne sont pas deux sujets de droit situés sur un plan égal qui s'opposent et que l'on met en regard, mais deux intérêts. Car c'est toujours cette épistémologie des administrativistes et du juge administratif qui conduit à avoir cette représentation des droits. Les droits sont considérés comme représentant ou dissimulant des intérêts. En réalité, on ne confronte pas des droits, on confronte l'intérêt public, l'intérêt privé, c'est-à-dire une puissance sociale que constitue la société et que l'État administratif personnifie, et puis l'individu qui est membre de la société et qui à ce titre est dominé. Il y a beaucoup d'auteurs qui défendent cette thèse. Alors évidemment, leurs analyses sont plus ou moins liées à leur sensibilité politique, mais il y a le comte de Montlosier, par exemple, un libéral bien connu, qui évoque cette question et qui dit en quelques situations que ce soit, il n'y a pas moyen de se conserver individu, on ne peut être que membre. Donc là, on voit bien cette idée corporatiste, c'est-à-dire que l'individu n'existe pas en dehors de l'État. Les auteurs de droit administratif refuse d'analyser l'individu face à l'État sous l'angle de cette confrontation. Un auteur qui s'appelle Charles Renoir fait un commentaire des principes de droit administratif de Bushnell-Lefebvre, qui est un auteur du XIXe siècle, et il dit que le but que s'est donné cet auteur, Bushnell-Lefebvre, principe de droit administratif, est de placer les citoyens non en face de l'administration, mais en présence des intérêts véritables avec lesquels les leurs se trouvent en rapport ou au contact et quelquefois en opposition. Donc on pense toujours qu'il y a un voisinage entre l'individu et l'État, mais il n'y a jamais de confrontation. L'individu n'est pas en face. Et si on pense ce rapport en termes d'intérêt, eh bien c'est notamment en raison de cette personnification sociale, cette personnification morale de la société que représente l'État. Tous les auteurs de droit administratif emploie un synonyme du mot État qui est le mot société. Portier de l'Oise, par exemple, dans son cours de législation administrative, il dit que son cours a pour objet de déterminer l'action de la société sur les individus. Gérandeau dit que l'objet du droit administratif est le corps entier de la société, la grande famille nationale. Schutzenberger, qui est professeur de droit administratif à Strasbourg, il écrit « Le droit administratif pose les règles d'après lesquelles s'effectue la mise en action des divers organes de la société ».
Macquarel dit l'État est la personnification de la société. Il constitue la grande famille sociale. Aucoq écrit le droit administratif. Non, nous ne connaissons pas de pays où l'on ait consenti à ne pas tirer un parti plus avantageux de cette immense force qui s'appelle la société représentée par la puissance publique. La puissance publique, c'est la société. Donc, on ne confronte pas des sujets de droit, on confronte la société par rapport à un individu qui en est membre. Et donc l'individu, eh bien, il est absorbé par la puissance sociale. Il est entre guillemets effacé, comme dirait Lucien Jaune si on reprend le titre de son ouvrage. Et Vivien développe cette idée très clairement. Il dit « L'administration a ses formes propres, nos lois de liberté ont dû, en reconnaissant ses droits, lui imposer des règles, lui prescrire des limites. À côté de ces lois écrites se sont placées d'autres règles que la nature des choses a introduites, que la tradition des précédents a couvert de l'autorité et de l'expérience, c'est la jurisprudence du Conseil d'État. Et il dit, l'administration a ses principes, lesquels tiennent à son essence, à son but particulier. Nous n'en citerons qu'un seul, l'intérêt privé doit toujours plier. L'intérêt privé doit toujours plier. Et il ajoute, l'administration a besoin d'air et d'espace. La liberté est sa vie. Quand la loi l'enferme dans des liens étroits qui en gênent les mouvements et qui la privent de tout essor, il peut y avoir encore des agents, il n'y a plus d'administration. Donc, on comprend très bien que le droit administratif, sous ce rapport, ne révèle pas tant des rapports de droit entre les individus et l'État qu'un rapport de domination. Un rapport de domination qui tient tout simplement à ce qu'on ne pense pas l'individu comme l'État comme exerçant des droits. Alors, évidemment, cette question, elle fait l'objet aussi de clivage. Il y a aussi beaucoup d'auteurs qui ne sont pas du tout de cet avis. Si on prend par exemple un auteur comme Tocqueville, représentant de tout un mouvement, eh bien, on s'aperçoit que Tocqueville n'accepte pas du tout cette conception. Et il considère que la société ne peut pas prospérer dès lors qu'on ne considère l'individu que comme un élément incorporé dans un tout et non pas comme un être indépendant, comme un sujet. Il écrit clairement que les administrativistes, même les plus célèbres, je le cite, n'ont pas su apercevoir au-delà de la science dont ils étaient les commentateurs, la science plus générale et plus grande qui enseigne à quelles conditions les sociétés prospèrent. Et il écrit Tocqueville, il écrit « Il est urgent de conserver à l'individu le peu d'indépendance, de force, d'originalité qui lui reste, de le relever à côté de la société, et de le soutenir en face d'elle. » Et il y a en réalité très peu d'auteurs, j'en ai pas trouvé avant, qui s'intéressent au droit administratif, qui vont imaginer qu'on met l'individu en face de l'État. L'individu est souvent confronté, mais jamais on va dire qu'il est en face. Il est son voisin, il a une relation de voisinage, mais on n'arrive pas à le confronter. Lorsqu'il est contre l'État, contre la société, l'individu doit être pensé comme étant face à l'État, face à la société, et non pas absorbé par elle. Et non pas absorbé par elle. Seulement, c'est une idée qui n'emporte pas du tout la conviction. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se représente l'individu, eh bien, c'est toujours un individu qui fait état d'un droit et donc d'un intérêt et qui doit devoir être concilié avec d'autres intérêts, des intérêts publics. Alors, cette préoccupation du respect des droits individuels, eh bien, elle est donc très marginale chez la plupart des administrativistes du XIXe siècle, et c'est sous la Troisième République que les choses ont changé, notamment avec Maurice Horiou. Maurice Horiou, qui est un des premiers à s'intéresser à cette question dans la première édition de son précis droit administratif. Maurice Horiou qui va dire que pour défendre l'individu, il faut théoriser la personnalité morale publique, qu'il faut penser la limitation de l'État et qu'il faut penser que l'État exerce des droits qui sont d'une nature comparable à ceux des individus. Donc, il déplace complètement le curseur au haut. Il cesse de dire que l'individu, il est immergé dans une société qui l'englobe, etc., et que le droit, c'est la confrontation d'un intérêt individuel avec un intérêt collectif. Non, il dit il faut penser le droit de l'État comme étant l'exercice de droits d'une même nature que ceux des individus. Il écrit « Il dépend des jurisconsultes d'améliorer la situation des individus vis-à-vis de l'État uniquement par la façon dont ils conçoivent la personnalité de l'État. Il ne faut pas considérer cette personne comme tellement transcendante qu'il n'y ait aucune commune mesure
entre les droits de l'État et ceux des individus. Il faut considérer que les droits de l'État sont de la même nature que les droits des individus, qu'ils peuvent être soumis à des règles analogues et que les actes par lesquels ils sont exercés peuvent être appréciés des tribunaux tout comme les actes des particuliers. En d'autres termes, il faut que l'action de l'État soit soumise à l'empire du droit. Et donc, en cela, il y a vraiment une rupture qui s'opère avec Oriou dans la manière de penser l'individu face à l'État. Alors, cette question, elle va donner lieu à des travaux innombrables sous la Troisième République, qui vont impliquer notamment de s'intéresser à la question des droits publics, subjectifs, thèse évidemment très complexe au pluriel, qui s'inscrivent dans différentes conceptions du droit, de l'État. Alors, je ne veux pas, en guise de conclusion, les développer, ce serait long, même si j'ai préparé quelques éléments sur ça, mais la théorie des droits publics subjectifs des administrés ou des individus, selon qu'on parle de la France ou de l'Allemagne, eh bien, ne va que permettre que très difficilement, sous la Troisième République, de véritablement penser l'individu face à l'État. Même un auteur comme Oriou, eh bien, qui pourtant en 1892 avait été un des pionniers de cette rupture avec la conception dominante du XIXe siècle, eh bien, va continuer de considérer que l'individu exerce des rapports de voisinage et qu'il est très difficile de le penser face à l'État. Oriou, je le cite, il dit « Lorsque l'administration agit comme puissance publique, l'administration et l'administré cohabitent sur le même territoire légal. Ils ont des rapports de simple voisinage. Autrement dit, l'individu ne peut jamais imposer son droit à l'État. » Donc c'est une idée qui va mettre véritablement du temps à cheminer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais, puisque Norbert donne la parole, je la saisis. Merci Simon pour cette analyse qui nous replonge dans cette doctrine administrativiste de l'XXe siècle que certains d'entre nous aimons bien. Et j'étais heureux d'entendre certaines citations qui effectivement nous rappellent bien l'esprit, la culture du droit administratif. Donc je ne voudrais pas monopoliser la parole et laisser à la salle, comme on fait d'habitude, la possibilité de poser des questions. Et j'avais, pour entamer le débat, une première question qui me vient à l'esprit. J'ai bien compris que tu avais pris un certain nombre de vues et que tu ne retraçais pas notamment toutes les doctrines, toutes les représentations en circulation à l'époque. Je pense par exemple que tu as dû penser à ce qu'on appelle l'école de Poitiers, c'est-à-dire que Foucart et Ducrot avaient une autre façon de concevoir l'administratif comme une sorte de restriction aux libertés individuelles, bien sûr. Ce qu'on appelait l'école de Poitiers. Donc ça, tu as tout à fait bien noté, mais et je comprends bien que tu as essayé de nous retracer une certaine pensée administrativiste. Mais même dans celle que tu as évoquée, j'aurais un petit point de divergence avec toi sur la question du statut de la loi, en fait, chez les administrativistes du XIXe siècle. Moi, je suis plus de ceux qui pensent qu'il n'y a probablement pas plus légaliste que le Conseil d'État, pour une raison très simple, c'est que la loi, il en est l'auteur. J'ai toujours été frappé, lorsque j'avais fait ma thèse sur des questions du Code civil, j'arrivais avec mes jeunes préjugés et allais défendre la thèse que le Conseil d'État ne connaissait rien et ne connaissait rien, ou n'appliquait pas, ou très peu le droit civil, et que le Conseil d'État encore d'aujourd'hui n'appliquait pas le Code civil. Il y avait eu à l'occasion du bicentenaire du Code civil une manifestation organisée par le Conseil d'État en 2004, et j'avais été à l'époque extrêmement frappé de plusieurs conseillers d'État à la tribune qui avaient dit, enfin voyons, le Code civil on le connaît très bien, nous en sommes l'auteur. Je trouvais que c'était une formule extrêmement significative et longue de sens. Donc je pense que quand on voit quand même la manière dont se construit le droit administratif, il y a, je ne peux pas imaginer que le Conseil d'État tienne autant à distance la loi.
Bon, ça c'est un point de vue personnel, mais c'est pour revenir, et je me demande, et je vais prendre ton point de vue, savoir si finalement le discours dont est tout à fait révélateur Le Cret, dans la citation que tu as citée, c'est pas simplement du discours doctrinal de justification, d'auto-justification de l'existence et de la défense de ce Conseil d'État. C'est-à-dire que dans la pratique même, lorsque on fabrique de la jurisprudence, on fabrique un arrêt, on a au fond une grande révérence et on s'appuie sur le texte de loi. Je ne pense pas qu'il y ait une si grande différence entre le Conseil d'État et la Cour de cassation, parce que tu l'as dit toi-même, tu l'as entendu. Au fond, la Cour de cassation, à l'époque, elle n'est pas bien plus attentive qu'on ne le pense, au nom de cette idée que le Code civil ne dit pas toujours grand-chose dans cet article, et c'est une idée qui n'est pas tellement administrative. Et du côté des administrativistes que tu as cités, qui sont essentiellement souvent des conseils d'État, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement quelque chose de très utilitariste, de très pragmatique, qui est de trouver un argument pour justifier l'existence de ces organismes totalement à part, totalement difficilement juridiquement identifiables, qu'est le Conseil d'État? Est-ce qu'on n'est pas dans du simple discours d'autojustification? On invente cette idée d'une grande différence entre le droit administratif et le droit civil, d'un côté le droit civil, la rigueur de la loi, de l'autre la souplesse totale, pour dire pourquoi le Conseil d'État est là et qu'il faut absolument le maintenir. Et Léo Koch, les Boulatiniers sont tous, à mon avis, enfin, je pense, hérités de cette tradition. Alors, je voulais savoir ce que tu pensais de cette autre interprétation des auteurs que tu as cités. Alors, c'est très difficile de répondre à ta question. Je vais quand même répondre, hein. Mais c'est très difficile tout simplement parce que soit on apporte des preuves dans la réponse en disant voilà, on attend l'hypothèse, on voit l'écart qu'on peut mesurer, ou alors on s'appuie sur des témoignages, mais ces témoignages, ils peuvent aussi répondre à des préoccupations qui sont animées par certaines stratégies rhétoriques, etc. Donc, quelle est la vérité d'un discours? C'est très difficile cette question. Il ne faudrait pas déduire quelque chose d'un discours en disant voilà, un tel le dit, donc ça a une valeur de vérité absolue, etc. Ça c'est déjà difficile. Même les témoignages que j'ai évoqués, il y en a, je pense que le fait qu'il y en ait beaucoup qui se recoupent, etc., montre une certaine représentation dominante. Mais chez Vivien, par exemple, ou chez Ocock, il y a des tas de propos pour justifier, par exemple, que la juridiction administrative est devenue vraiment protectrice, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui est vraiment sujet à discussion. Sur la loi, même si la loi passe par le Conseil d'État, le Conseil d'État, je pense qu'il ne considère pas du tout la loi comme quelque chose de sacré. Et de la même manière qu'il change de jurisprudence, il est tout à fait capable de prendre des écarts. D'ailleurs, il y a encore aujourd'hui des écarts considérables entre le texte de la loi et la pratique du Conseil d'État. Il y a même des décisions qui sont contralégaires. Il y a des décisions contralégaires. Le recours pour excès de pouvoir contre tout acte administratif, c'est contralégaire. Commune de Chirondy, c'est contralégaire. Il y a beaucoup d'illustrations d'une méconnaissance de la loi. Le juge administratif ne considère pas que la loi doit être un frein à une décision qui est défendue par un intérêt pour le public majeur. Il est capable de mettre de côté l'énoncé de la loi. Je crois qu'au XIXe siècle, c'est la même chose. Alors, Mais la Cour de cassation, voilà. Alors voilà. vraiment à la légende. Voilà. La Cour de cassation, elle a aussi réécrit le Code civil. Le droit de la responsabilité, en partie, il a été complètement transformé par la Cour de cassation. Et il y a d'ailleurs plusieurs articles sur le site même de la Cour de cassation, sur le pouvoir d'interprétation du juge judiciaire et la question des arrêts de règlement, qui attestent que le juge judiciaire se détache très souvent de la loi. Il n'empêche que dans la présentation que l'on fait au XIXe siècle du rapport à la loi qu'a le juge administratif comparé à celui qu'a le juge judiciaire, il y a quand même toujours cette différence qui est mise en avant. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs citations qui l'indiquent un peu. Norbert, c'était une première question, ou sinon passer la parole à la salle. Je réserve mes questions si la salle veut prendre la parole. Je lui cède, je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, j'aurai la possibilité de les poser. Pardon? Oui, si, je vais prendre la parole un instant. J'étais très intéressé, je me suis posé la question, au fond, est-ce que
est-ce qu'il y a vraiment un rapport entre l'État et l'individu, je dirais l'individu du libéralisme, dans le droit administratif? Je ne suis pas bien certain que le droit administratif s'intéresse au rapport entre l'État et l'individu. Il s'intéresse au rapport entre l'État et le propriétaire, l'État et l'assujetti, l'État et le co-contractant. Et dans ces contextes-là, en revanche, je crois que les droits de ces différentes catégories sont bel et bien opposables à l'État. Si dès les années 1830, on permet à un co-contractant évincé de remettre en cause le contrat d'obligation, c'est bien parce qu'il a été droitisé. Si on permet à un propriétaire de contester une expropriation, c'est bien parce que c'est son droit de propriété qui est porté atteinte. Et non seulement il contester, mais il participe même dans les jurys de propriétaires à l'évaluation de la portée d'expropriation. Si l'assujetti à l'impôt, qui est pourtant un droit de puissance publique extrêmement puissant, peut contester, on l'avait vu l'année dernière à travers le monde du sens semblable, beaucoup de chances de succès, paradoxalement, les impositions qui ont été mises à sa charge, c'est bien que ces droits-là, qui sont alors des droits réels, des droits personnels, ces droits-là, mais un individu civil dans la société, ces droits-là sont opposables à l'État. Et par conséquent, effectivement, l'essence de l'individu ne préoccupe sans doute pas le droit administratif, peut-être pour la raison pour laquelle on peut dire que l'intérêt public prime sur les intérêts individuels, etc. Mais quand on regarde l'individu civil, oui, ces droits sont bel et bien opposés à l'administration et ces droits sont pris en compte. Et j'ajouterais de ce point de vue-là que tous ces débats sur les droits des individus vis-à-vis de l'administration, au fond, on en trouve une illustration fameuse à la fois fameuse et caricaturale dans l'article de 1828 du Duc de Broglie. On dit au fond, à chaque fois que le juge doit statuer sur des droits, alors ça doit revenir à la justice judiciaire. Et ça ne marchera jamais, parce qu'il n'arrivera jamais à faire la liste de toutes les hypothèses dans lesquelles le juge administratif statue sur les droits. C'est bien la fois qu'il statue tout le temps sur les droits. Et qu'il statue en considération de ces droits. Et pas du tout en autre côté. Alors, en fait, je n'ai peut-être pas assez pris de précautions dans l'introduction. Évidemment, il y a des droits. Évidemment, il y a des titres. Évidemment, il y a des recours qui permettent à l'individu de gagner. Et en fonction de ces droits, la situation de l'individu obéit à un statut qui est différent. Et on pourrait dresser une typologie de ces statuts, d'analyser la nature des recours et de voir quelle est l'effectivité de la garantie de ces droits. Prenons l'exemple de l'expropriation, la DUP, on ne peut pas la contester avant la fin du XIXe siècle. Donc même si il y a bien un droit qui est en cause, les possibilités de se défendre consistent en gros à avoir une indemnisation. Mais au-delà de cet exemple, mon propos n'est pas tant d'examiner quelle est la garantie effective de chacun des droits des individus en fonction de leur statut. C'est d'essayer de montrer que il y a une culture juridique qui consiste à apporter peu de crédit aux droits de l'individu lorsqu'il est confronté à l'État. Et la manière dont on présente le droit de l'individu face à l'État, eh bien, révèle que le cadre intellectuel dans lequel on pense cette confrontation n'est pas du tout propice à une défense efficace de l'individu. Ce qui n'empêche pas que dans certains cas ça fonctionne, et ça fonctionne même assez régulièrement. Mais le cadre intellectuel n'est absolument pas propice à la défense des droits de l'individu. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question plus ou moins. Je crois que Frédéric Rollin appréhende un autre pan de ce problème. En vous écoutant, j'avais l'impression que vous appréhendiez les droits directement consacrés par la loi. Et quand j'écoute Frédéric Rollin, j'entends essentiellement des droits fondés sur des titres individuels, notamment des contrats, le droit de propriété, c'est toujours fondé sur un titre. Et
quand on lit les manuels de droit administratif du XIXe siècle, il y a toujours une grosse différence entre le contentieux des droits. C'est-à-dire le contentieux des droits, c'est le contentieux le contentieux administratif le plus judiciaire, c'est-à-dire ce contentieux des actes individuels, des titres individuels. Et là, il y a bien un sujet de droit. Et le contentieux des droits qui se font directement sur la loi, et pour cela, souvent on va leur dénier la qualité de droit, au sens judiciaire du terme, pour les disqualifier en intérêt. Et à ce moment-là, on va avoir beaucoup de mal, la doctrine a beaucoup de mal à effectivement, et là je vous rejoins, à concevoir cet individu comme un véritable sujet de droit. Et l'un des exemples assez marquants, c'est le contentieux. Alors je sais que vous n'êtes pas intéressé au contentieux, mais donc ma remarque est un peu décalée, mais c'est le contentieux de la liberté du commerce et de l'industrie, ou la liberté d'expression. Parce que dans ce cadre-là, le requérant ne peut faire valoir aucun titre individuel. On n'a pas un titre individuel avant de pouvoir s'exprimer. On n'a pas un titre individuel avant de faire du commerce et de l'industrie. Et on constate que dans ce cadre-là, le juge, effectivement, disqualifie ces libertés en expression d'intérêt et met très facilement ces intérêts en balance avec l'intérêt général. En revanche, quand il est question de contentieux contractuel, si le contrat dit que l'obligation de l'administration est telle ou telle, le juge l'applique. Et là, je crois qu'il y a l'individu est pas saisi de la même façon. Il est saisi comme peut-être effectivement comme être qui détient des prérogatives qui émanent de la loi, et effectivement peut-être qu'on a la pensée de l'époque a du mal à consacrer ces prérogatives comme des droits, parce qu'elle pense essentiellement comme les privatistes. Et puis dès lors qu'il y a le modèle privatiste peut s'appliquer, alors là on pense les prérogatives comme des droits. Et finalement ce que je dis là n'est pas très original, parce que c'est la transposition du contentieux des droits et du contentieux de l'excès de pouvoir d'une certaine façon, même si le contentieux de l'excès de pouvoir peut aussi porter sur des actes individuels, mais je crois que ça explique peut-être certains propos introductifs parce que souvent les propos que vous nous avez énoncés, moi ça me faisait penser aux introductions des manuels, introduction des manuels qui étaient souvent en décalage, en tout cas les yeux, mais à chaque fois que j'analysais les choses avec mon prisme évidemment déformant, puisque je voulais voir les droits subjectifs partout, en décalage avec les développements sur le contentieux des droits. Alors est-ce que je me trompe? Je ne sais pas si je cherche pas à jouer les juges de paix, je cherche, je vous apporte juste ma manière d'analyser vos propos, de comprendre de ceux de Frédéric Rollin, et puis je vous fais part de ma propre analyse. Je pense que Frédéric Rollin a raison, c'est-à-dire que l'individu, le mot... Non, tout à l'heure, ma réponse c'était pour dire qu'on ne parlait pas exactement de la même chose. C'est-à-dire que évidemment que l'administration, lorsqu'elle fait un contrat avec un individu, elle sait que si le contrat n'est pas respecté, il n'y aura plus de contrat derrière. C'est-à-dire que la parole publique permet aussi d'avoir une activité contractuelle pérenne, c'est évident. C'est évident aussi que quand il y a des dommages de travaux publics, il y a des indemnisations. C'est évident que quand il y a des servitudes d'indemnisation, mon propos n'est absolument pas de dire que l'individu est absolument écrasé au XIXe siècle par l'État et qu'il n'y a aucune garantie qui lui est reconnue. Non, mon idée c'était d'essayer de comprendre la manière dont on percevait cette relation, sans l'appliquer à des cas particuliers. Et dans les discours doctrinaux, d'essayer de comprendre comment on conçoit la confrontation de droits. Et ce qui apparaît, c'est qu'en réalité, les droits ne comptent pas tant que la confrontation des intérêts. Une question, vous avez deux points, je trouve ça très intéressant dans notre riche. Premièrement, il me semble que
le moment 1789 ne se traduit pas dans le droit français par une relation fructueuse, féconde entre la loi et les droits. Pour le dire autrement, on a une déclaration de 1789 qui met en rapport la loi et les droits comme l'une étant la porteuse et la garante des autres, et ensuite on a essentiellement, et pour simplifier, une législation révolutionnaire qui s'efface assez rapidement, et un code civil où cette relation n'est pas posée de la même manière. Et ensuite, en gros, de 1814 à 1880, c'est le code civil qui fait l'essentiel du droit privé français. Et dans le code civil, il n'y a pas des droits de 1789 protégés par une législation de promotion de cette sorte de droit subjectif révolutionnaire. C'est peut-être pas un hasard non plus dans ce contexte-là qu'ensuite, tant la Cour de cassation que le Conseil d'État se reconnaissent une assez grande liberté interprétative par rapport à une législation qui est pour l'essentiel encore codifiée et enfermée dans le code civil, quand des questions de droit individuels sont concernées, et qui est composée pour l'essentiel de principes généraux, de maximes de Gautier ou de Demas répliquées dans le code, donc une codification qui n'a rien à voir avec la législation spéciale d'après, des années 1875-1880 jusqu'à la Première Guerre mondiale, où à ce moment-là, il y aurait eu une vocation à ce que le juge soit plus une bouche de la loi technique, une bouche de la loi spéciale, qui prend directement des droits protégés dans la loi spéciale et qui a peu de latitude par rapport à cette loi spéciale. Donc au fond, dans une certaine mesure, et je ne dis pas que vous dites ça, mais reprocher au Conseil d'État de ne pas avoir su être un garant de la loi et en même temps un garant des droits, il faut regarder ce que c'était que la législation au moment où écrivent les premiers auteurs du droit administratif français. Je ne suis pas certain qu'elle était porteuse de cette sorte de... Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que en continuant la trajectoire qui est la vôtre, et que je crois, si je puis dire, vraie, même s'il y a d'autres récits qui peuvent être vrais, on aboutit, et j'en suis quand même frappé, à une difficulté pour le droit administratif d'exprimer positivement sa propre autonomie. Et quand on lit l'arrêt Blanco, qu'est-ce qu'on lit? On lit l'affirmation d'un droit administratif qui n'est pas ceci, qui n'est pas cela, qui est latéral par rapport au rapport entre les particuliers, qui ne peut consister qu'en des règles spéciales, donc des affirmations de spécialité, des affirmations du caractère dérogatoire, des affirmations de latéralité. Il n'y a pas cette auto-affirmation de l'État dans toute sa majesté qu'on aurait pu attendre. Et à vrai dire, c'est amusant, parce que dans le pays de l'État comme la France, dans le pays d'un État administratif fort et conscient de sa force, et n'ayant pas honte, quasiment comme vous le dites, n'ayant pas honte de son caractère écrasant et de son quasi-autoritarisme, on aurait pu avoir un droit administratif qui s'affirme lui-même positivement. Or, il ne s'affirme pas tellement positivement, il affirme son autonomie comme une dérogation, son autonomie comme une spécialité par rapport à un droit commun. Et j'ai toujours trouvé ça, je ne suis pas administrativiste moi-même, mais j'ai toujours trouvé ça quand même assez frappant, et ça se trouve un peu, on en trouve quand même un peu les traces dans ce que vous avez décrit. Dire par exemple les affirmations répétées, les réclamations répétées d'équité sont très très évidentes, parce que c'est absolument pas l'équité. C'est le contraire de l'équité. L'équité, elle est au-dessus de la loi. Elle n'est pas à côté ou contre la loi. L'équité classique, l'équité aristotélicienne, c'est une justice supérieure qui plane au-dessus de la loi, mais qui certainement n'en est pas l'adversaire. C'est tellement vrai que les canonistes ou les juristes de droit savant considéraient que l'équité était statutaire, que l'équité était dans la loi elle-même. Donc faire de l'équité la justification d'un autoritarisme étatique, c'est une manière de dire que c'est pas équitable du tout. Et enfin voilà, je trouve qu'au fond, pour résumer, il y a une grande difficulté de l'État à se penser lui-même et du droit administratif à se comprendre lui-même dans les termes que vous avez dit. C'est peut-être dit dans certains ouvrages, mais ça me rappelle, pour terminer, l'histoire de mon directeur de thèse qui avait reçu un jour un ouvrage de nos collègues, Foucher, qui avait commencé son ouvrage de droit administratif par un premier chapitre ou un premier titre relatif aux droits de l'homme, et il lui avait dit, mes chers collègues, merci pour cet ouvrage qui aurait pu s'appeler Droit administratif tiré des propres paroles de l'écriture simple. Je voulais dire par là qu'évidemment, le droit administratif français n'est pas fondé sur les droits fondamentaux. Il n'est pas basé sur les droits individuels, et que la tentative moderne de fabriquer comme ça porte à faux. Alors, le droit administratif, sa justification, c'est justement l'écart vis-à-vis du Code civil. À un moment donné où le droit administratif est quelque chose qui n'existe pas,
de manière tangible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a pas un accès aisé à la jurisprudence parce qu'elle n'est pas publiée avant 1821. Donc le droit administratif est quelque chose de secret, quelque chose d'insaisissable. Et lorsqu'il commence à se développer, eh bien, sous la Restauration, et essentiellement sous la monarchie de Juillet, il va y avoir une critique en règle de la part de beaucoup de civilistes qui vont dire mais où est votre droit administratif dont vous nous parlez tant? Nous, le droit, c'est les codes. Où sont les codes? Ce n'est pas du droit. Le droit, c'est la loi. Ne nous parlez pas de droit. D'ailleurs, Roussel dit on doit ne pas mettre le droit administratif dans l'encyclopédie juridique, ce n'est pas du droit. Et il y a des attaques en règle contre la juridiction administrative qui sont évidemment corrélatives à la critique du droit administratif, du droit autoritaire, etc. Et un des arguments qui va être utilisé par toute la doctrine administrativiste, c'est le droit d'initié. Le droit administratif est un droit d'initié. C'est un droit spécial. C'est un droit auquel vous ne pouvez pas accéder, les magistrats à la Cour de cassation. C'est un droit que seuls les membres de l'administration peuvent penser. Un droit à la mesure de l'administration. Un droit qui devine la pensée de l'administration. Et donc, évidemment, c'est un droit qui ne peut pas s'imposer sur la place publique de la même manière que le droit civil, parce qu'évidemment il est plus jeune, il est porteur d'un illibéralisme très puissant, et il se fonde dès le départ dans son code génétique qui a la spécialité de ses auteurs, la spécialité de ses règles, etc. Donc l'idée d'en faire un droit normal, quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Il aurait pu se penser lui-même que le premier de tous les droits, oui, il y a une non-juridicité qui fait que le droit administratif aura du mal à se penser comme droit. Et donc, ça restera un peu dans la discussion sur son autonomie et dans l'affirmation de son autonomie. Il y a très peu de références à Doma chez les administrativistes du XIXe siècle. L'idée que le droit public est le premier droit, c'est une idée qui n'est pas du tout développée. Mais par contre, cette question que vous évoquez fait l'objet de beaucoup de débats au XIXe siècle. S'agissant de l'opposition entre loi administrative et loi civile. Beaucoup de civilistes vont rejeter les lois administratives au motif qu'elles sont en train de transformer la société qui est réglée par les lois civiles. Et en cela, le droit administratif est un droit dangereux, puisque c'est un droit qui est en train de remettre en question les soubassements même du droit civil. Donc il y a aussi une concurrence entre les deux droits. Et beaucoup de civilistes vont dire ce qui tient la société, c'est les règles qui permettent de savoir ce qui appartient à qui, ce qui se lègue comment, ce dont on hérite, etc. C'est ça qui fait qu'une société tient. Et le droit administratif est un droit qui entend transformer la société, et les civilistes voient en cela une menace de leur propre droit. Et à ce moment-là, ils rappellent que le droit commun, le vrai droit, c'est le droit civil. Et donc, de ce point de vue-là, le droit administratif apparaît comme un droit qui transforme quelque chose de déjà existant. Le droit civil est un droit constitutif, fondamental, comme dit Doré de Broglie. Et le droit administratif est un droit arbitraire et variable. Plusieurs auteurs de droit administratif utilisent cette expression, comme Doma, qui parle du droit public comme un droit arbitraire et variable aussi. Il y avait beaucoup de remarques dans votre question, je n'ai pas forcément répondu à tout. Moi d'abord. Quand j'entends quand je lis les civilistes du 19e siècle dire qu'il n'y a pas de code, le droit administratif n'est pas un vrai droit parce qu'il n'y a pas de code, j'ai envie de leur dire oui, mais avant 1804, il n'y avait pas de code civil et ça ne vous gênait pas pour prétendre qu'il y avait du droit civil. Donc je trouve que l'argument là est... le droit administratif c'est aussi coutumier, il suffit de dire Jean-Louis Mestre et on a la même chose. Donc j'avoue que là, cette invocation du code me paraît un peu facile et ne m'a jamais convaincu. Dire qu'il n'y a pas de loi en droit administratif, mais c'est complètement faux. Il n'y a que des lois en droit administratif. Et j'ai pas dit ça. Hein. Non, je parle des civilistes. Ah d'accord. Je parle des civilistes du XIXe siècle qui sont mais d'une audace folle en affirmant de telles choses. Il n'y a que des lois en droit administratif. Alors,
on n'a même pas besoin de lire la doctrine, mais pensez aux lois sur les mines, aux lois sur les établissements insalubres, aux lois sur les marées, la loi sur l'expropriation. Des lois. Alors, certains vont me dire, oui, mais certaines lois sont des lois d'attribution de compétences. Mais les lois d'attribution de compétences, ce sont en fait des lois d'auto-limitation. Et donc, ce sont des lois qui ont été adoptées pas simplement pour régler les pouvoirs entre les agents, mais aussi dans l'intérêt des administrés, pour savoir à qui ils doivent s'adresser, quels sont les modes de limitation de l'arbitraire des agents. Donc, ne pas y voir un début de libéralisme, c'est se tromper sur la signification de ces lois. Et puis, tous les ouvrages du XIXe siècle, si on prend Sérigny et les autres, ce sont des codes qui se construisent sur le fondement de la loi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, alors Oriou va leur reprocher, mais à la limite pour moi, Oriou c'est justement celui qui est le moins légaliste de tous. C'est-à-dire qu'il fonde chaque chapitre sur la loi qui préserve la liberté. Et il y a la liberté du commerce et de l'industrie. Dans quelle mesure l'administration peut y apporter des limites, à quelles conditions, et alors ça devient de vrais pensums. C'est vrai que c'est très long, c'est ennuyeux, mais en réalité c'est fondé sur la liberté, la loi, et une loi qui habilite et qui limite les pouvoirs de l'administration. C'est vrai que c'est pas systématisé tel que nous on le voit aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas systématisé comme le principe de liberté individuelle est pensé par les civilistes à la même époque. Mais est-ce que ça veut dire que c'est pas pensé du tout? Est-ce que ça signifie que hors du code il n'y a pas le droit? Il faut vraiment être civiliste et vouloir la mort du Conseil d'État et d'être dans une logique de concurrence institutionnelle et universitaire pour tenir de tels propos. Donc, je ne suis pas convaincu parce qu'ils ne sont pas convaincants. C'est tout. Courte réponse. D'accord. Je partage votre analyse sur le fait qu'il existe de nombreuses lois qui, évidemment, encadrent l'action de l'administration. Ça, c'est une certitude. Et plus ça va, plus elles sont nombreuses. Vous avez donné des exemples, il y en a plein. Tout le problème, c'est que le juge administratif considère que si jamais il doit s'écarter des dispositions de la loi, il peut le faire. Il peut le faire parce qu'il n'a pas du tout l'habitude de penser que les énoncés de la loi sont un frein pour décider le contraire. De sorte que, quand bien même il y a beaucoup de lois, le droit administratif, en réalité, c'est essentiellement la jurisprudence qui applique la loi. Et Sérigny, par exemple, que vous citez à l'instant, Sérigny, en 1954, dans ses questions de droit administratif, il écrit: le vent de la liberté qui avait soufflé sur la France en faveur des droits individuels a bien changé. Depuis cette époque, la volonté de restreindre les droits commençait à dominer les agents. La plupart d'entre eux ont cherché à neutraliser, à paralyser l'exercice des droits individuels en les absorbant dans la puissance sociale. Voilà, 54. Et tout le problème est là. C'est que beaucoup de civilistes considèrent qu'il y a un écart entre ce que fait le juge administratif et ce que fait la loi. Et cet écart, comment le justifier? C'est très difficile. Et le juge considère qu'il n'est pas du tout tenu par les dispositions inflexibles de la législation positive, comme dit Locré. Et c'est là qu'est le problème. La Cour de cassation, certes, réécrit la loi, mais souvent réécrit la loi pour mieux défendre les individus. Alors que le Conseil d'État interprète la loi en la déviant de son sens, souvent pour avantager l'administration. Et c'est ça qui suscite l'ire des civilistes. Je peux vous parler de mes lectures de vacances. Je voudrais évoquer une question qui touche, une manière de voir qui se rapporte au début de la période et qui parle de l'hypothèse qu'au fond, en ce début de période, peut-être que le droit administratif, c'est d'abord et seulement le droit d'administration. C'est-à-dire un droit dans lequel, au fond, le rapport au privé n'a peut-être pas une véritable importance que le droit de l'administration, qui pourrait expliquer aussi une forme de mise à l'écart de l'individu. Ma lecture de vacances, c'est un ouvrage qui a été écrit c'est la thèse d'un historien qui s'appelle Il faut de l'eau pour Paris et qui est l'histoire de la construction du canal de l'eau, enfin plus exactement des réflexions qui vont mener à la construction du canal de l'eau sous le consulat en particulier. Et ce qui est très caractéristique, au-delà des débats techniques qui sont fort intéressants dans ce travail, ce qui
qui est très caractéristique, c'est que sur le tracé du canal, le choix du tracé du canal, au fond, ce sont les ingénieurs des ponts et chaussées, qui savent, et ce sont eux qui prennent en charge la défense et l'arbitrage entre la nécessité de tracer le canal suivant une pente régulière et les inconvénients qui naissent pour les différentes personnes privées. Ceux qui ont des moulins, les propriétaires de terrains qui se trouvent sur les bords, les communes avec les risques d'inondation ou d'assèchement d'un certain nombre de sources par ailleurs. Et ce qui est caractéristique dans ce régime administratif, c'est que c'est l'administrateur qui prend en charge la protection et l'arbitrage entre les intérêts privés et l'intérêt public. Et de ce point de vue-là, oui, l'individu, il est totalement effacé. Il n'a pas voix au chapitre, il le dit très, très expressément. Et au fond, c'est l'ingénieur qui se rend sur le terrain, qui écoute les réclamations, et c'est lui ensuite qui les investit, qui les prend en charge et qui les retranscrit de manière administrative. Et il leur donne d'ailleurs des illustrations assez frappantes, c'est que la démonstration de l'intérêt public pur, c'est quand le tracé est rectiligne, et dès que le tracé devient courbe, c'est en règle générale qu'il est pris en charge de l'intérêt privé. Et dans la doctrine des ingénieurs des ponts et chaussées, il y a à la fois une valorisation du caractère rectiligne, mais en même temps une justification de la courbe dans un certain nombre de cas. Et ça me paraît caractéristique de ce premier droit administratif technique, je dirais, du 19e siècle, au début du 19e siècle, où l'administrateur prend en charge en quelque sorte les intérêts privés, comme si l'individu était un petit enfant en quelque sorte, sachant que le technicien administratif est en mesure de transmettre sa demande, ses exigences, ses droits, ses contraintes dans le système administratif scientifique. Je le reprends vivement sur les Alors, dans le prolongement de votre remarque, Pocock, par exemple, a des propos sur cette question. Il dit, dans l'histoire du droit administratif, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu cette époque brûlante de la Révolution, et il dit, ce n'était pas le vrai droit administratif. L'épuration révolutionnaire, etc., ça c'était le premier droit administratif de Cormenin. Il dit, le droit administratif de mon époque, c'est le vrai droit administratif. Un droit où on prend mieux en compte l'intérêt de l'individu. D'ailleurs, la première phrase de son traité, c'est « Messieurs les ingénieurs, je vous en prie, prenez toujours en compte l'intérêt de l'individu. Lorsque on diminue la rigueur de l'action publique, on suscite davantage l'adhésion. » L'adhésion des citoyens, des individus à l'action publique. Donc c'est vrai qu'il y a des transformations. Il y a des transformations. La rigueur de la garantie des droits n'est pas toujours la même au fur et à mesure des époques. Je suis d'accord avec cette idée. Je me demandais, en vous écoutant, qu'est-ce qui était spécifique finalement à l'individu, parce que la difficulté de penser l'individu face à l'État en administratif au XIXe siècle, ça aurait pu être de manière plus large la difficulté de penser, je sais pas moi, des groupes dotés ou pas de la personnalité morale face à l'État. Qu'est-ce qui est spécifique en fait au sujet, à l'individu? Spécifique par rapport, vous dites, à des groupes? Non. Là, vous nous présentez votre point de vue sur la manière de penser l'individu face à l'État en droit administratif. Et je me demandais, en vous écoutant, est-ce que cette manière-là de penser l'individu face à l'État, on peut la retrouver ailleurs? Ah d'accord. Ou est-ce que c'est propre effectivement à l'individu? Parce qu'il n'y a pas que l'individu face à l'État. Si on prend les collectivités locales, c'est le même schéma. C'est-à-dire que la naissance de la personnalité juridique des collectivités, elle est très lente, et elle se heurte à de nombreux obstacles qui tiennent tout simplement à ce que la personnalité donne des droits parfois absolus, et l'idée de reconnaître par exemple qu'une collectivité locale est propriétaire, c'est lui donner un pouvoir souverain sur un bien, et l'idée qu'une collectivité puisse exercer un pouvoir souverain, c'est une idée qui est pas du tout admise pendant longtemps. Donc il y a aussi toute une histoire de la construction de la personnalité morale des collectivités qui pourrait aussi être éclairée à travers cette question. C'est ce qui me semblait aussi. J'ai une question par rapport, parce que vous parlez beaucoup donc, de la confrontation, mais je dirais pour qu'il y ait confrontation, encore faut-il que le match soit organisé.
entre les deux intérêts. Et donc d'où ma question concernant l'accès au juge administratif à cette époque-là. Est-ce que finalement on retrouve cette même difficulté de l'individu à se sortir de la DAS, on va dire, dans le cadre même de l'accès au juge administratif? Donc par exemple, pour faire un peu un lien avec l'actualité, par exemple en urbanisme, avec les ordonnances récentes, on essaye de limiter la notion d'intérêt à agir, etc. Et donc est-ce qu'à cette époque, il y avait cette même difficulté, est-ce qu'il y avait une notion d'intérêt à agir en matière de droit administratif qui était compliquée pour l'individu? Alors, je ne veux pas botter en touche, mais c'est une question qui est très peu connue. Même l'histoire du recours pour excès de pouvoir est très peu connue. Il y a eu des thèses de Pierre Landon sur cette question. Mais en réalité, quand on s'intéresse à la question de l'origine du recours pour excès de pouvoir, on s'aperçoit qu'il y a des recours pour excès de pouvoir faits contre des décisions juridictionnelles, ça existe. Il y a différents recours qui s'appellent recours en forme d'excès de pouvoir, et non pas recours en excès de pouvoir classique. Le recours en excès de pouvoir lui-même connaît de nombreuses variations entre les années 30 et les années 50. En réalité, je ne veux pas vous donner une réponse trop vague qui serait guère utile. Il faudrait faire un travail de recherche là-dessus. Je peux pas vous répondre. Peut-être que d'autres le feront, mais c'est une question qui est peu connue. Alors peut-être qu'on se posait pas la question. Si, bien sûr, si, la question elle est posée, mais on ne sait pas exactement dans quel terme. Je n'ai pas une connaissance précise de la question pour vous répondre en fait. D'accord. Je regrette. Moi je voulais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis content de voir que avec Norbert, nous sommes nous avons le même sentiment, c'est ce que je voulais dire au début quand j'ai le Conseil d'État égaliste, et pour reprendre la réflexion de Denis, il y a au fond dans ce XIXe siècle énormément de lois, énormément de textes. Ce que je veux dire par là, c'est que le Conseil d'État, peut-être même plus que la Cour de cassation, est vraiment effectivement, c'est de la bouche de la loi, mais il y a un juge du texte. Alors certes, il est capable de triturer, il l'interprète, mais c'est vraiment quelqu'un c'est un juge, c'est une autorité qui raisonne sur le texte, parce qu'il a contribué à rédiger ce texte, cette loi. C'est quand même sa mission première, chargée de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique. Et même pour aller dans le sens de ce que disait Denis, je pense même que c'est le contentieux administratif qui nous montre déjà une législation technique. Bien avant la Troisième République, on a déjà tout cela au XIXe siècle. Alors qu'est-ce qui explique c'est la grande question, qu'est-ce qui explique cet écart entre ce droit administratif dont on parle, et je rejoins tout à fait la réflexion de Frédéric, lui-même nous avait montré dans le Lebon 1862 à quel point il y a un contentieux, il y a de la protection, et encore le premier le dit, on protège très bien le droit privé. Pourquoi cet écart entre ce qui visiblement est cette activité du juge administratif à l'époque, d'un juge sous justice retenu, et la perception qu'en ont effectivement les publicistes. Ça, c'est une des très grandes questions. Alors, ma réponse n'était pas satisfaisante, mais moi j'ai toujours en tête, on en a parfois parlé avec Norbert, un article de Jean-Jacques Bienvenu, une manière ici de parler de lui, un article que je trouve extraordinaire sur les origines de la doctrine lors des journées autour du bicentenaire du Conseil d'État, et qui explique très, très pragmatiquement que, au fond, avant 1850, c'est-à-dire avant, non pas la publication des arrêts, mais pas du moment où on commence à publier les conclusions des commissaires de gouvernement, eh bien la doctrine, elle manque d'un aliment minimum pour théoriser le droit administratif. On en avait parfois parlé avec Norbert, c'est un article que je trouve très profond, parce qu'il montre que, au fond, sans un aliment minimum, la doctrine ne sait pas dans quel sens aller. Et au fond, plus que les arrêts, les conclusions de commissaires de gouvernement commencent à fournir à cette doctrine administrativiste un début de piste. Alors avant, là, on essaie de faire comme on peut. Alors, faire comme on peut, en plus, dans un contexte d'enjeux de pouvoir, de concurrence avec le judiciaire. L'idée de dérogation moi j'en reviens à mon idée tout à l'heure, c'est que
c'est pas la fonction qu'a fait l'organe, c'est l'organe qui a fait la fonction. C'est-à-dire qu'on a créé à un moment ce Conseil d'État, même s'il y a des antécédents, je peux bien le reconnaître, mais il y a quand même un moment cette institution qui est très particulière et il faut la justifier. D'autant plus que le juge judiciaire, la Cour de cassation, on voit quand même d'un très mauvais œil ce juge qui va empiéter sur sa compétence. D'où l'idée, l'argument développé par la Cour de cassation d'en appeler à un droit commun. Parce que ce qui est un droit commun, c'est ce qui est applicable en l'absence de texte. De ces fameux textes qui pullulent en droit administratif. Mais non, il y a ce droit commun. C'est pour ça que revient cette idée de droit commun. Et les événements de l'histoire vont faire que le Conseil d'État va être fragilisé à chaque époque, à chaque changement de régime politique. Et donc, pour tenir, il va tenir, mais pour tenir, il est obligé d'admettre, de faire des concessions à l'égard du droit privé et du judiciaire. Donc, j'ai envie de dire qu'à mon avis, au fond d'eux-mêmes, les vrais administrativistes, et Aucoq fait partie de cela, et pensaient que le droit administratif c'était bien du droit, c'était du vrai droit, peut-être même du droit bien plus solide que le droit civil, mais on est dans une époque où il y a cette revendication de la Cour de cassation qui est quand même très forte, faut pas l'oublier. Il y a quand même la domination d'un point de vue universitaire du droit privé, et bon, face à cela, on fait avec et on laisse se développer cette idée de dérogation, cette idée de... il me semble qu'il ne faut jamais oublier ces enjeux de pouvoir qui sont propres au XIXe siècle. Et Larevanco lui-même, il naît dans un contexte bien difficile de la presse sous l'Empire. Donc, je crois quand même qu'on explique beaucoup de choses par le contexte. Alors, la période du Second Empire, des années 60, c'est une période de transition, puisque c'est justement le Second Empire. Ce qu'à l'époque on appelait le Second Empire, c'était la seconde partie de ce que nous on appelle le régime Second Empire. Mais même si les droits sont défendus, même s'il y a des progrès, notamment dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, c'est intéressant de voir comment la doctrine de l'époque pense ce recours pour excès de pouvoir. Or, elle ne le pense jamais avec comme horizon la défense du droit de l'individu. On le pense encore à l'époque comme un moyen d'empêcher la révolte publique et la mise en danger du gouvernement. Aucoq, que dit-il Aucoq? Il dit « Le recours pour excès de pouvoir, c'est la soupape de sûreté qui évite le mécontentement public », je le cite, le mécontentement public. Si on veut que le régime reste, il faut absolument ouvrir les vannes. C'est la seule manière de protéger le gouvernement. L'hôpital, le grand commissaire du gouvernement, 65. Le recours pour excès de pouvoir a pour raison d'être un intérêt politique de premier ordre. La nécessité pour le chef du gouvernement de connaître et de corriger immédiatement les excès de pouvoir. J'en cite un dernier, avocat au Conseil d'État, il s'appelle Paul Collet, 76. L'excès de pouvoir est un danger, non pas seulement pour les intérêts privés, mais encore et surtout pour le gouvernement lui-même. En développant le recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'État a entendu satisfaire un intérêt d'ordre public. Voilà ce qui explique surtout comment cette jurisprudence s'est montrée d'autant plus libérale que la constitution politique du pays offrait moins de garanties aux citoyens contre l'arbitraire du pouvoir central, à raison même du principe qui lui sert de base. Ce recours est par sa nature destiné plutôt à protéger le gouvernement contre les conséquences des fautes de ses agents qu'à donner satisfaction à l'intérêt privé. Revue critique de législation 76. Et donc, l'idée que l'horizon, c'est la défense de l'individu, c'est une idée qui va se développer, mais plus tardivement. Évidemment, on défend les droits. Mais intellectuellement, on défend d'abord le droit de l'individu pour empêcher que le gouvernement soit mis en danger. En cela, je ne vois pas de libéralisme à l'anglaise comme Tocqueville peut le défendre, pas du tout. C'est vraiment une autre culture juridique. Quand bien même, tous les jours, il y a des individus qui obtiennent gain de cause. Mais la représentation de cette confrontation, elle n'a pas du tout pour horizon premier l'individu. Et in fine, le droit soi-disant non libéral français est bien plus protecteur de l'individu contre l'administration que ce pseudo-droit libéral en administration. C'est pas vrai. Mais c'est juste... J'imaginais bien provoquer quelques roubles. Il est quasiment 20h. Je vous remercie vraiment tous au nom de nous trois et au nom de Jean-Jacques Bienvenu également. Nous vous remercions très chaleureusement pour votre intervention et nous vous disons à bientôt.